Oui, 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 tout à fait. Recording in progress. Donc, oui, cette question de l'usage de l'homologie, ce n'est pas indifférent. Et là, je cite Antonio qui dit « Cet usage n'est pas pris comme un incident circonstanciel, mais relève d'une stratégie politique pour formaliser une formalisation théorique de ce qu'il veut nous faire passer comme idée. » Donc, l'homologie vient donc éclairer le propos qu'il s'agit de mettre en lumière. Alors, j'ignore de quoi exactement Antonio va nous parler ce soir, mais j'imagine que c'est en lien avec son dernier ouvrage, et je lui passe donc la parole. Merci beaucoup à tous et à pas toutes qui sont là. Je suis vraiment très heureux d'être ici et même ému parce que je respire. En arrivant ici à Paris, je respire. Parce qu'au Brésil, on étouffe. Et qu'est-ce que c'est bien d'être dans une république? Parce qu'au Brésil, on n'a plus la république. On n'a plus tous les droits humains, tout ce qu'on a conquis ces derniers temps, on est en train de le perdre. Alors, merci. Merci de tout mon cœur. Et je suis aussi très ému lorsque j'ai regardé avant de venir la programmation du festival d'automne à Paris. Et c'est impressionnant comme les Français accueillent les artistes brésiliens. C'est une programmation, je vous conseille de voir, où il y a beaucoup de spectacles brésiliens, de théâtre, de danse, des gens qui sont très connus au Brésil, des gens qui sont moins connus, mais qui sont là. Et je vous conseille d'aller les voir. Et c'est vraiment très touchant de voir comme les Français accueillent les artistes en ce moment. Et je me sens inclus dans cette réception. Merci beaucoup. Peut-être que vous connaissez davantage mon parcours dans la psychanalyse, mais peut-être moins mon parcours dans le théâtre. Alors, je peux parler aussi comme metteur en scène, dramaturge et parfois acteur. J'étais sur scène dans quelques pièces de théâtre depuis un bon moment. Mais mon entrée dans le théâtre récemment, c'est-à-dire dans les dernières, ça va faire 20 ans, ça a été justement à partir de mon étude sur l'hystérie. Moi, j'étais toujours, en tant que psychiatre, psychanalyste, j'étais toujours intéressé par la psychose. Alors, au Brésil, à l'école que j'appartenais auparavant, j'ai créé des réseaux sur les études de psychose. Et j'avais une méthode que de prendre les psychiatres classiques et de les réinterpréter à partir de l'enseignement de Lacan. Alors, j'ai fait ça avec la paranoïa, la schizophrénie, la mélancolie. Et alors, à un moment donné, je me suis dit, on va étudier le délire hystérique. Et alors, je suis tombé sur les leçons de Charcot. Il y avait dans l'hôpital où je faisais mes présentations de malades, il y avait, comment dire, une partie, une salle un peu cachée où personne n'allait, c'était des livres rares. Des livres rares. Et là, il y avait un volume de la leçon, une des leçons de Charcot, que comme, je ne sais pas si vous le savez, il n'a presque rien écrit, c'était ses élèves qui prenaient ses leçons, étaient enregistrés un peu comme Lacan qui faisait des présentations de malades. Lui, il faisait des présentations, donc les leçons de Charcot, et j'étais émerveillé parce que j'ai dit, bon, c'est du théâtre. Et à partir de là, sans me rendre compte, j'ai commencé à écrire ma première pièce de théâtre. Et c'est cette pièce que, je ne sais pas si les gens qui sont ici ont pu assister, je l'ai présentée une version de ce spectacle lors des 400e années de la Salpêtrière à 2013 à Paris, au local même où, c'est-à-dire pas exactement,
où Charcot faisait ses présentations de malades, mais c'était là. Et à partir de là, j'écris, j'ai fait des présentations un peu privées, etc. Et une des actrices m'a demandé à mettre en scène une pièce de Strindberg. Alors j'ai dit, mais tu es complètement folle, j'ai jamais fait ça. Comment tu... Mais elle a insisté. Alors j'ai lu la pièce, c'est la plus forte, je ne sais pas si vous connaissez. Et alors j'ai dit, non, mais ça c'est très intéressant. C'est une pièce sur un rapport, disons, vampiresque entre deux femmes. Et alors, j'ai étudié la vie de Strindberg, de sa femme, Siri von Essen, et la maîtresse de sa femme, qui était Marie-Caroline Davy, et j'ai écrit une pièce, et j'ai mis cette pièce la plus forte comme la play scene, comme dans Hamlet, la pièce dans la pièce. Et qui était donc, et ça, c'était ma première, disons, pièce que j'ai présentée, je ne sais pas comment on dit ça, sur le plan commercial, dans un grand théâtre. Dans un grand théâtre, à ma surprise, la première, j'ai tremblé comme un fou. On m'a donné 2 semaines seulement dans un théâtre au Sesc, Copacabana, et tous les critiques étaient là. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je commence une aventure comme ça. Tous les critiques étaient au premier rang de la pièce. Et voilà, du jour au lendemain, j'étais dans la première page du journal de culture au Brésil. J'écrivais déjà dans les journaux, j'étais assez connu déjà. Donc, qu'est-ce qu'un psychanalyste comme lui, Antonio Quina, vient faire dans le théâtre? Évidemment qu'ils m'ont descendu. La première, la deuxième, à partir de la troisième, ils m'ont déglouti d'une certaine façon. Et à partir de là, j'ai fait cette pièce, que c'était une pièce dans la pièce sur la paranoïa de Strindberg, qui est très intéressante d'ailleurs. C'est un auteur que j'adore, il était paranoïaque. Et à partir de là, j'étais invité à faire partie de la maîtrise et doctorat de la faculté où je suis déjà, et je suis rentré à l'université, déjà vieux, mais avec le programme de faire une recherche sur psychanalyse et théâtre. Donc, toute ma recherche de psychanalyse au théâtre, elle est liée d'une certaine façon à l'université. Donc, où je développe des pièces de théâtre et des ateliers et aussi les formalisations de ce que je fais. Et ensuite, j'ai créé la compagnie En Conscience sur scène. Et ma première pièce avec cette compagnie, c'était sur Oedipe. J'ai fait un petit essai que j'ai présenté, vous connaissez, non? À São Paulo, je me souviens de 2006, je crois, par là. Et ensuite, j'ai fait des pièces. Non, avant, j'étais invité, j'ai gagné un prix avec un projet. J'ai fait une pièce sur un poète très connu au Brésil, qui s'appelle Torquato Neto, qui avec Caetano Veloso, ils ont créé le tropicalisme, qui était un mouvement, peut-être que vous connaissez, qui a vraiment révolutionné la culture brésilienne pendant les années de plomb, les années de la dictature. Et j'ai fait donc cette pièce, ensuite Oedipe Roi, ensuite j'ai fait 2 pièces que j'ai appelées, une série appelée Variations freudiennes. Le symptôme et ensuite l'acte, chacune d'une façon très différente. Et c'est à partir d'un certain moment que j'ai commencé à travailler avec une chorégraphe et metteur en scène brésilienne qui est très connue, qui est devenue une grande amie, qu'on a travaillé pendant 10 ans, Regina Miranda, et qu'elle m'a mis en scène, ou elle m'a mis en scène. Et là, c'était une pièce de théâtre, Le Symptôme, où il y avait un psychanalyste en train d'écrire une conférence sur les symptômes. Alors, il est là, dans son cabinet, il écrit, et les personnages commencent à arriver, dans sa tête et sur scène. Alors, il y avait surtout deux personnages, l'homme rat et un personnage fictif que j'ai inventé, qui était une phobique, une phobie, une hystérie d'angoisse, une phobie.
Et à partir de là, il rentrait complètement et donc il rentrait dans le rêve, le personnage de la fille, et elle rêvait de son analyse, alors moi j'étais l'analyse dans son rêve, etc. Donc tout mélangé entre fiction et réalité. Et je travaille beaucoup sur cette marge très étroite entre est-ce qu'il est en train de faire semblant ou il parle du vrai? Est-ce que c'est de la réalité ou est-ce que c'est un acting théâtral? Toujours, je parle, là c'était très fort, c'était très entre les deux. Entre les deux. Parce que ce qui caractérise le théâtre, c'est quoi? Lorsque je dis moi, Hamlet, tout le monde sait que je ne suis pas Hamlet, tout le monde sait que je suis Antonio. Mais le fait de parler en tant qu'un autre, pour un autre spectateur, c'est la définition minimum du théâtre. Bon, j'ai travaillé sur ce plan-là. L'autre, sur l'acte, la variation freudienne 2, était tout à fait différente. C'était un programme de télé. Et la fille qui présentait, elle interviewait un psychanalyste, qui était moi. Et en même temps, ça se passait et l'auditoire était l'auditoire de la télé. Comme je ne sais pas si ça existe, mais bon, c'était évidemment une satire de tous les programmes de télé qu'on invite des psychanalystes, etc. Je ne sais pas s'il existe ici en France, mais en même temps, moi, j'ai commencé à travailler déjà avec les projections, donc cinéma, théâtre, c'est un peu ce que je fais. Et en même temps, il y avait la projection live, un peu comme on fait maintenant, c'est drôle, parce que c'était moi, je parlais à une audience, et il y avait le caméra qui projetait mon image avec la fille qui m'interviewait sur un grand écran. Et de l'autre, il y avait un autre écran où on projetait et on parlait des cas, de plusieurs cas, une variation des actes. Donc, l'acting out, donc passage à l'acte, etc., jusqu'au suicide de Freud. Et là, j'ai passé la jeune homosexuelle, des scènes de Dora, la scène de la, comment dire, bouffetada, la claque, de la gifle, et tout ça, et d'autres cas aussi fictifs, et que c'était donc en même temps. Et à partir de là, quelle était la pièce suivante? Je crois que c'était Hilde and Freud. Et là, c'était la pièce, je me souviens, si j'oublie quelle, mais et là, c'était une pièce que j'ai fait exprès, c'était une commande, une pièce commandée, pas cette pièce exactement, mais j'avais une invitation du Freud Museum à Londres, là où il y a le cabinet de Freud, tout le monde le sait, après son exil, de faire une performance. On m'a invité de faire une performance avec ma compagnie de théâtre, alors j'ai écrit Hilde and Freud, et sur la base de le témoignage de Hilde Doolittle, de son analyse avec Freud. Je ne sais pas comment elle a un livre qui a été préfacié il y a 10 ans à peu près par Elisabeth Rodinesco, Pour l'amour de Freud, ça s'appelait Tribut de Freud. Pour l'amour de Freud, c'est ça. Et un peu sur cette base. Et à partir de là, et c'était la même année, 2013, à Londres, 2013, avec Hilde and Freud à Londres, 2013, Charcot, ici à Paris, et à partir de là, est devenue la reconnaissance internationale. Et j'ai eu plusieurs invitations, surtout avec Hilde and Freud. J'ai été à Londres 2 fois. Ensuite, en 2015, on m'a invité de nouveau. J'étais à New York, j'étais à Buenos Aires, à Medellín, en Australie, bon, donc, et dans plusieurs villes au Brésil avec cette pièce. Et bon, ça, c'était ma dernière presse présentielle, disons. Et ensuite, pendant la pandémie, j'ai créé la méthode Zoom, une pièce de théâtre que j'ai appelée une méthode de ciné-théâtre online.
et que j'ai des scènes qui sont filmées et des scènes avec des acteurs, chacun dans sa maison, mais ils font une interaction live, en même temps, sur une pièce de Nelson Rodrigues, L'Ange Noir, et c'était une méthode très, très intéressante, très, très intéressante de voir, et en même temps qu'on commençait à généraliser notre pratique analytique online. Et j'ai fait des ateliers de théâtre online avec des gens de plusieurs pays, et j'ai vu que ça marchait d'une façon impressionnante. De la même façon que l'analyse online marche, les théâtres, ça marche aussi. Parce que l'espace psychique, et c'est ça qu'on apprend d'une façon très forte avec le théâtre et avec le Zoom aussi, notre espace psychique n'est pas l'espace cartésien, n'est pas l'espace physique cartésien, ni kantien, comme Kant définissait avec les catégories de temps et espace. Notre espace, il est borroméen, comme Lacan l'a montré. Il est l'espace psychique de l'être humain, il est borroméen. Et donc, c'est ce qui montre, et c'est ce que je vais essayer aussi de montrer, que le théâtre démontre ça. Démontre que notre espace psychique, il est constitué du texte symbolique qu'il y a dans le théâtre, l'imaginaire des corps, du spectacle, opsis en grec, et le réel qui est défini depuis Aristote par la catharsis des affects pour la tragédie, la terreur, la compassion, évidemment, beaucoup d'autres affects. Et c'est sur ça que je vais en parler. Mais pour moi, c'est très important cette présentation d'aujourd'hui et la traduction de ce livre en français, parce que c'est un livre pour moi qui me tient à cœur. Ce n'est pas mon dernier livre, j'en ai fait d'autres près, mais il me tient à cœur parce que c'est là où j'essaie de formaliser cette interaction entre psychanalyse et théâtre. Parce qu'une chose que ça a été très difficile de faire passer, c'est que depuis le début, lorsque j'ai mis mes pieds dans le théâtre, il y a presque 20 ans, pour moi, une chose était claire. Pour moi, je vais essayer, c'est un essai de faire la transmission de la psychanalyse par la voie du théâtre. Vous savez, je ne sais pas ici, mais dans les années 70 au Brésil, lorsque les psychanalystes sont allés à l'université, c'était un scandale. Comment les analystes allaient enseigner à l'université, etc. C'est interdit. Et moi, j'ai senti la même chose. Comment un psychanalyste va aller au théâtre et en plus avec cette audace de dire qu'il va transmettre la psychanalyse. Bon, j'étais attaqué de tous bords. Du bord des psychanalystes et du bord des gens du théâtre. Du bord des psychanalystes, mais qu'est-ce que tu dis? Les gens me demandaient, est-ce que tu vas abandonner le théâtre? Je dis, mais non. Au contraire, je vais faire un pas de plus. Je vais amener la psychanalyse au théâtre, à travers le théâtre. Et c'est ce que je fais à travers quoi? Le thème, les spectacles, les façons de faire le montage du spectacle et plusieurs autres choses. Bon, c'est un work in progress, évidemment, et je découvre à chaque fois des choses différentes. Alors, j'étais accusé, évidemment, d'hérétique partout. Et j'assume l'hérésie. J'assume l'hérésie qui est une hérésie par rapport à l'orthodoxie, en disant qu'est-ce qu'un psychanalyste vient faire au théâtre, et en plus un acteur
comment tu vas te montrer comme ça? Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps? Les publics m'ont fait remarquer que je n'avais pas tort. Parce que toutes mes pièces étaient complètement, c'était complet. La plupart des présentations, qu'on dit, des présentations, c'est-à-dire, elles avaient sold out. Et donc, les publics, les retours du public, etc., m'a montré et tout ce que j'ai pu recueillir. Parce qu'une chose que je fais normalement, que c'est ma méthode de travail, je présente des pièces et ensuite on a un débat. On n'a pas eu, non? Je ne crois pas. Mais normalement, j'ai des débats. J'invite des gens du théâtre, des psychanalystes, les acteurs, on en parle. Et c'est toujours très intéressant. Et évidemment, je recueille beaucoup de choses que je transmets aussi dans mon livre. Dans mon livre, donc, la première partie, elle est faite de théories avec des cas théâtrales. Et la deuxième partie, je parle de mes pièces de théâtre, là où je démontre, j'essaie de montrer qu'est-ce que je veux transmettre à chaque pièce. C'est un peu cette méthode. Bon, ça m'a beaucoup aidé à faire ce livre, que c'est le résultat d'un post-doctorat. J'ai fait un post-doctorat sur ce thème, et donc le résultat, c'est le livre. Bon. Ce grand prologue, pour moi, c'est tout à fait nécessaire. Vous m'excusez si vous êtes venu pour autre chose. Mais maintenant, on y va à cette thèse que j'en suis arrivé de l'inconscient structuré comme un théâtre. L'inconscient est structurellement à l'origine de la pratique analytique et de la représentation théâtrale. On peut dire donc qu'il existe une homologie entre elles. Lacan nous dit qu'il y a une certaine homologie, entre ce qu'on appelle œuvre d'art, œuvre de l'art, et ce que nous recueillons dans l'expérience analytique. Homologie signifie en termes généraux la correspondance ou équivalence entre les parties. Elle montre la relation entre deux éléments ayant une origine ou une racine commune. Alors, à mon sens, la psychanalyse et le théâtre n'ont pas le même format, évidemment, ni la même fonction, mais ils sont tous deux tributaires de l'inconscient. C'est ça, d'où leur homologie. Lacan utilise le terme homologie dans la dernière partie de son enseignement. Il s'agit de l'homologie entre la structure du nœud borroméen et de l'espace de l'être parlant. Il indique également que l'utilisation du signifiant par la psychanalyse est homologue à l'utilisation par la linguistique, et aussi que le concept de plus de jouir est homologue à la plus-value de Marx. Avant les années 70, Lacan utilisait le terme analogie et non pas homologie, pour faire référence aux relations entre théâtre et psychanalyse. Je cite Lacan. La dimension qu'ajoute la représentation théâtrale, à savoir les acteurs qui vont jouer, cite Hamlet, c'est une référence au séminaire Le désir, son interprétation sur Hamlet, est strictement analogue de ce par quoi nous-mêmes sommes intéressés de notre propre inconscient. Cette dimension théâtrale implique les trois registres et récits, d'où monérésie est devenue RSI. Et c'est ça que je défends, c'est les nœuds RSI, hérésie, et qui implique le corps de l'acteur sur scène. C'est ce qui constitue le mystère du corps parlant, selon l'expression utilisée par Lacan dans le séminaire en corps, qui existe à la fois dans les pratiques théâtrales et la psychanalyse. C'est la présence du corps par la voix et le regard de l'acteur sur scène et de l'analyste dans la section analytique qui, causant le désir, engage notre inconscient. On peut dire que le théâtre impliqué dans la psychanalyse correspond à l'implication du théâtre dans l'inconscient.
Lacan fait également une analogie entre, d'une part, l'être parlant, articulant son corps et l'inconscient, et d'autre part, l'acteur avec son art de représenter. C'est avec notre propre membre, dit Lacan, que nous faisons l'alphabet de ce discours qui est l'inconscient. Et bien entendu, chacun de nous dans des rapports divers, car chacun ne se sert pas des mêmes éléments pour être pris dans l'inconscient. De façon analogue, l'acteur prête ses membres sa présence non pas simplement comme une marionnette, mais avec son inconscient bel et bien réel, à savoir les rapports de ses membres à une certaine histoire qui est la sienne. Ce passage de Lacan, que je commente plusieurs fois et de plusieurs façons au long du livre, indique que le théâtre est une référence pour pouvoir appréhender l'inscription de l'inconscient dans le corps. Je pense qu'il le fait ici et il le fait lorsqu'il travaille l'inconscient comme un savoir sur la langue. Nous donnons, en tant que corps parlant, comme à l'acteur, un alphabet performatif pour nos gestes et nos actions. Par ailleurs, de nombreux théâtrologues considèrent l'importance de l'inconscient. Ils travaillent avec l'inconscient. Là, je cite Stanislavski, qui dit que le meilleur objectif créatif est l'objectif inconscient, qui saisit rapidement les sentiments de l'acteur et les conduit par intuition au but fondamental de la pièce. Bon, dans les passages des années 1950, Lacan utilise le terme analogie donc pour désigner la similitude structurelle, les similitudes structurelles entre le théâtre et la psychanalyse. Cependant, à partir de la référence du séminaire Les Noms du Père de 1974, nous pouvons désigner cette relation non plus avec le terme analogie, mais celui de homologie. Donc, homologie entre théâtre et psychanalyse, avec l'inconscient comme structure commune aux deux, m'a amené à formuler la thèse de l'inconscient théâtral. Cette homologie peut être trouvée dans les trois registres, le symbolique, imaginaire et le réel. L'inconscient est théâtral, donc une hérésie lacanienne. L'espace de l'inconscient, il est articulé de façon borroméenne par les trois dimensions. Et, je cite Lacan, il y a trois dimensions écrites de cette façon-ci. Vous savez que Lacan écrit dimensions de plusieurs façons. Alors, je cite celle qu'il écrit mention avec A, man, M-A-N, S-I-O-N, mentions, mention. Tel que je les écris de Lacan, s'appelle le symbolique, l'imaginaire et le réel de Lacan. Il les considère comme équivalents et interdépendants l'un de l'autre, au point de se déstructurer si l'un d'eux défaille ou n'est pas présent comme nœud borromien, à savoir si l'un des nœuds se rompt, la chaîne nœud borroméenne entière est rompue. On peut traduire les dimensions comme les mentions du dit, c'est-à-dire le lieu, la mention où l'on trouve ce qui est dit. Comme nous l'avons envisagé, l'inconscient théâtral comprend les trois mentions. Alors, Lacan construit son jeu de mots des dimensions à partir d'une référence théâtrale au théâtre médiéval, sur laquelle les différents décors ont été montés dans le même espace et à travers lesquels les personnages se déplaçaient. Alors, imagine, dans la scène médiévale du théâtre, c'était le théâtre religieux davantage, surtout. Donc, il y avait la scène du théâtre. Ici, c'était le paradis, le purgatoire, l'enfer. Et donc, c'était des mansions, comme des petites maisons que les acteurs se plaçaient et se déplaçaient. Et parfois, il y avait des scènes, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé exactement comment il l'utilisait, s'il y avait des scènes qui se passent au même temps.
comme dans le théâtre contemporain. Par exemple, dans beaucoup de mes pièces, il y a des scènes qui se passent en même temps, dans plusieurs mentions, disons, séparation des décors. Alors, ces mentions de la scène médiévale étaient donc des mentions des dits. Alors, selon celui se déplaçait, lorsqu'il parlait quelque chose ou la même chose dans l'enfer, ça ne représentait pas la même chose qu'il disait au paradis ou à l'enfer. Alors, bon, d'ailleurs, le théâtre contemporain, il utilise beaucoup ça. Par exemple, un metteur en scène qui utilise énormément ce genre de décor, scénario de décor, na verdade, de décor, é Warlikowski. Warlikowski, il utilise beaucoup j'appelle des aquariums. Des aquariums, et parfois les aquariums se déplacent. Alors, il y a une scène devant l'aquarium, que j'appelle comme ça, et une autre scène comme ça, et autre ici, et ce sont des scènes qui se passent au même temps. Alors, c'est ça, cette référence des dimensions. Ce sont les mentions que dans une scène où il y a des choses qui se passent en même temps, c'est-à-dire il ne faut pas attendre Lacan pour le savoir, franchement, parce qu'avec le concept de l'autre scène, de l'inconscient, qui comme autre scène, on sait bien que la scène actuelle, que tout le monde est en train de vivre, tout le monde, c'est-à-dire des gens qui sont dans cette salle et qui m'écoutent aussi, sont en train de vivre exactement en ce moment, chacun a une autre scène aussi. Et c'est parfois, je parle une chose, vous associez avec une autre, et c'est l'autre scène qui prend le dessus, etc. Et bon... Donc, la scène dans la scène, comme la play scene qui est la scène dans la scène de Hamlet, c'est, on peut dire, un bon exemple de la mise en scène de l'inconscient. Et donc, une autre référence de Lacan à cette articulation RSI, on la trouve dans la propre définition de pulsion, l'écho dans le corps du fait qu'il y a un dire. L'écho dans le corps du fait qu'il y a un dire. On trouve les trois dimensions ici. Le corps est l'écran de la pulsion scopique. Et le corps est aussi le tambour de la pulsion invocante. Cela lui donne la particularité d'être un corps sur scène et un corps dansant. Cette articulation est propre à l'inconscient théâtral. En montant une pièce de théâtre, un ballet ou un autre spectacle, il est possible de retrouver toutes les dimensions qu'habite l'être parlant. Bon, ce n'est pas pour rien que Lacan, à partir d'un moment, il va parler de corps parlant, du mystère du corps parlant. Je pense que le théâtre peut nous enseigner beaucoup sur ce corps parlant. Surtout, ce que je développe beaucoup dans le livre, pas seulement l'énonciation. C'est-à-dire l'énonciation, qui est un thème de la linguistique que Lacan utilise beaucoup. Par rapport à l'énoncé, c'est la façon dont on dit quelque chose. Mais l'énonciation corporelle. L'énonciation corporelle et aussi, on peut dire, l'énonciation théâtrale. Parce que tous les éléments d'une pièce de théâtre, ils indiquent l'énonciation. L'énonciation, c'est-à-dire comment le directeur, le metteur en scène veut qu'on écoute, qu'on assiste à cette scène, par exemple. Alors, si on prend Aristote, vous savez que le premier livre d'esthétique du monde occidental, c'est un livre sur le théâtre. C'est la poétique d'Aristote sur la tragédie. Et là, je m'y réfère beaucoup, il déplie les éléments de la tragédie et qu'on retrouve là nos références des RSI. Le texte, la mise en scène, la fable, le caractère, la pensée, l'expression, le spectacle et les chants.
La fable est l'histoire, l'intrigue, ce qui est écrit dans les textes. Le caractère est donc symbolique. Les caractères, ethos et la pensée, dianoia, sont des caractéristiques des personnages, puisque le théâtre inclut l'éthique. Donc, il y a l'éthique aussi là-dedans. Et la transmission d'une pensée dans sa perplexité. Nous pouvons situer ces trois éléments de langage dans la maison du symbolique. L'élocution, lexis, est la façon dont les dialogues sont structurés et la façon dont l'acteur dit le texte, avec sa présence, son énonciation, son désir, sa vérité et sa jouissance. Le chant ou la mélopée, je préfère ce mot, c'est la mélodie de la parole, la mélopée, un terme qui vient que dans le grec désignait la parole dite par les acteurs pendant les tragédies, qui était le chant de la parole. Et l'élément dionysiaque de la pulsion invocante et de la langue. Ces deux éléments peuvent être articulés avec la mention du réel. Et le spectacle, opsis, est l'imaginaire des corps qui se présentifie dans la mise en scène avec son aspect de mostration. Éléments dont les autres composants mentionnés ne peuvent être exclus. Donc, tous les facteurs en jeu dans le faire théâtral sont articulés de façon borroméenne, ce qui nous permet de mieux saisir l'inconscient théâtral. Donc, dans les registres du symbolique, nous avons l'inconscient structuré comme un langage, sous la forme de cette chaîne signifiante. Bon, je vais sauter sur tout ça, vous connaissez bien. Et l'inconscient onirique, je reprends l'inconscient onirique, qui est quand même l'imaginarisation de l'inconscient, ainsi que l'imaginarisation de l'inconscient dans les corps, c'est ce que Freud a pu lire dans l'énonciation corporelle des hystériques. Évidemment, c'est l'imaginarisation de l'inconscient. Mais prenons l'inconscient onirique. En plus de former les images des rêves à partir de la condensation et à partir des condensations des placements, selon les lois du langage, donc métaphore et métonymie, l'inconscient onirique obéit au mécanisme de la, ça a été traduit de plusieurs façons, c'est la Darstellbarkeit. En allemand, la Darstellbarkeit, et évidemment, je préfère la traduction de Lacan. Vous savez comment Lacan traduit ça? Le mécanisme qui, par exemple, au Brésil, on appelle la figurabilité. Le fait que le rêve soit figuré en image, ou la présentabilité. Mais Lacan le traduit par égard, eu égard au moyen de la mise en scène. Donc, l'obligation, c'est les trois mécanismes fondamentaux. Et bon, Lacan n'a jamais développé trop la Darstellbarkeit. Mais Darstellung signifie présentation, monstration et également, en termes théâtraux, mise en scène. C'est pourquoi Lacan traduit ces mécanismes fondamentaux de la formation des rêves en utilisant le terme de mise en scène, en faisant donc une critique du terme de figuration, présentabilité, car il est, dit-il, dit Lacan, trop approximatif. Le rêve est donc une mise en scène. Une suite de scènes avec différents personnages, et cela a amené Freud à nommer l'inconscient justement de l'autre scène, qui est Der andere Schauplatz. On peut aussi penser à Darstellbarkeit comme l'opération de construction du rêve en scène. Le rêve est l'imaginaire du symbolique, Lacan l'a dit depuis le séminaire 2. En tant que spectacle théâtral, mise en scène d'un texte écrit. Et Lacan se demande beaucoup de temps après, dans le séminaire Les Symptômes, comment savoir si l'inconscient est réel ou imaginaire? C'est bien là la question. Il participe d'une équivoque entre les deux. Une thèse à développer.
Dans l'imaginaire, nous avons la mention du spectacle, dans lequel nous retrouvons les concepts essentiels pour la psychanalyse de scène. C'est le concept, la scène. La scène primaire, la scène traumatique et imaginaire, ainsi que tous les souvenirs d'enfance pouvant être rapportés aux scènes théâtrales que l'analysant donne à voir à l'analyste lors de l'analyse. L'inconscient scénique, il est tributaire de l'inconscient théâtral. Finalement, ce que les analysants nous racontent, ce sont des scènes. À nous d'écouter d'autres choses. Lacan nous a appris à écouter les signifiants et la langue, etc. Mais ce sont des scènes, tout le temps. Ah, on se souvient de... je fantasme, la scène du fantasme, c'est toujours des scènes. Donc, l'imaginaire au théâtre, Strindberg l'appelait déjà le théâtre intime. Ce théâtre qui est intime. Et le théâtre privé, évidemment, de Nao. L'imaginaire du théâtre est la scène du monde sur laquelle nous sommes tous des acteurs, où chacun a son masque, sa personne, son caractère qui n'est autre que le moi. Il s'agit du monde visuel, de la perception, du jeu de miroir, mais aussi du show, du spectacle que l'on regarde, celui dans lequel on voit et on est vu. Donc, c'est le monde scopique. C'est le stade des scènes, dans lequel on vit, fantasme et rêve. C'est le monde de Narcisse, constitué par le stade du miroir, qui, loin d'être seulement une phase ou un cadre, est l'espace des conflits, des rivalités, des luttes imaginaires entre le moi, le tu. Lacan attire l'attention sur le théâtre imaginaire, dans lequel le moi se présente dans la vie de tous les jours. Ce côté irrésistiblement comique qui est au fond de tout ça n'a cessé de nourrir le théâtre. En fin de compte, il s'agit toujours de moi, de toi et de l'autre. L'imaginaire est aussi le registre dans lequel Lacan situe le corps, non seulement le corps humain, mais tous les corps composés de matière, la res extensa de Descartes. Ce sont les objets empiriques du monde dont le corps humain fait partie. C'est le corps sur la scène du monde. Bon, tous ces éléments qui caractérisent le registre imaginaire s'articulent avec les symboliques du langage et le réel de la jouissance. Cette articulation est également présente dans le théâtre du stade du miroir, où le miroir représenté par les grands autres symboliques, la jubilation de l'enfant est son expression de jouissance réelle lorsqu'il voit son image entière dans le miroir, liée à la circulation de la pulsion scopique, l'objet regard. Donc, les trois registres, ils sont présents, ils sont déjà articulés. Donc, on ne peut pas tellement dire que le stade du miroir est celle de l'imaginaire. Le spectacle s'articule avec l'autre scène, dictée par l'inconscient, avec sa structure langagière. Et il met en jeu la pulsion et le réel de la jouissance, de la présence des corps des acteurs. J'ai tout un chapitre où je parle de la présence, de l'importance de la présence de l'acteur qui a travaillé dans des ateliers de théâtre, etc. La présence qui nous fait évidemment penser à ce que Lacan parle de la présence de l'analyste et qui est quelque chose du réel, qui n'est pas seulement de l'imaginaire corporel en jeu. La scène imaginaire de fantasme s'articule avec la phrase symbolique qui le soutient et le réel de la jouissance qu'il comporte. Le corps humain est traversé par le langage et présentifie le réel de la pulsion dans ces zones dites érogènes. Le corps, du point de vue de l'inconscient réel, parlant, est un produit de création. Tout corps est un corps transcréé, qui a une transcréation du corps fabriquée à partir du réel de la jouissance de la langue. Dans la dimension du réel, nous saisissons l'inconscient qui articule le langage de pulsion
avec ce qu'elles ont comme réel de jouissance, ce que Freud appelait la libido. Dans l'homologie de la psychanalyse avec le théâtre, nous trouvons les deux modalités de la pulsion présentes dans la représentation théâtrale, qui, selon Lacan, sont au-delà de la demande, la pulsion scopique et la pulsion invocante. Les objets pulsionnels, le regard, la voix, sont présents à la fois dans le théâtre et dans l'analyse, que sous des formes, mais sous des formes différentes. Le regard et la voix circulent dans les trajets pulsionnels entre l'acteur et le spectateur. D'un côté l'acteur, de l'autre spectateur, et entre l'analyse et l'analysant. Ce sont des objets condensateurs de jouissance. Cet objet qui est au milieu dans le trou de Borromeo, on voit ici, dans ce trou, c'est cette articulation, tout ce montage théâtral, je peux dire, il est fait pour passer cette pulsion du regard et de la voix. Et c'est drôle parce que lorsque je fais par exemple, des ateliers de théâtre, nous, en tant qu'acteurs, on apprend à regarder parce que normalement, les acteurs sont regardés. Mais lorsque l'acteur commence à regarder, c'est lui qui est dans l'audience. Les gens disent, il ne va pas, est-ce que c'est du théâtre interactif, il va me demander à faire quelque chose. Il y a toujours de l'angoisse lorsqu'il y a cette barrière entre la scène et l'audience, elle se dissout. Vous savez que c'était André Antoine, en français, qui a donné le nom de cette barrière. Vous savez comment ça s'appelle? Le quatrième mur. Le quatrième mur. Parce que, qu'est-ce qu'on a? Nous, moi, du côté de la scène, il y a un mur, un autre mur, et cet autre mur, et l'audience. Qu'est-ce que c'est l'audience? C'est un trou? Non, c'est un mur. Lorsque je suis un acteur, un personnage, et on est dans un dialogue comme ça, par exemple, on ignore l'audience. Lorsqu'on ignore l'audience, normalement, il y a ce quatrième mur. Ça n'existe pas. Donc, il vaut mieux que ça n'existe pas. Mais tout d'un coup, quand les acteurs, ils se adressent à l'audience, il y a une coupure de ce quatrième mur. Et là, ça commence à angoisser un peu le spectateur, comme Lacan a dit, lorsque l'angoisse, c'est que les spectateurs, ils passent là à partir d'Oedipe, que le spectateur monte en scène et à la place de regarder le spectateur, il est regardé. Et bon, cette circulation elle est très présente dans le théâtre, et bon, surtout avec la question du regard, mais aussi de la voix, C'est insupportable lorsque on est sur scène et on voit des spectateurs qui commencent à parler entre eux. C'est terrible. Ça donne envie d'arrêter tout alors. C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que je peux continuer? Vous pouvez arrêter, ça donne envie de faire ça. Parce que évidemment, c'est pas... Mais c'est possible, évidemment. Donc, c'est lui qui est censé être muet, de commencer à parler, et qui est censé de voir, qui commence à être vu. Donc, cette circulation qui fait que le théâtre participe de cette matérialité sonore. La matérialité, mais la matérialité du regard aussi. Et c'est drôle parce que le théâtre, le nom en grec, c'est le lieu d'où l'on regarde. Bon, je fais tout un travail aussi dans mon livre sur le rapport entre théâtre et théorie, en tant que ça vient de la même racine, théâtre-théorie, un peu comme
la métaphore devoir, savoir. Mais en même temps, c'est... Bon, là, je n'ai pas prévu d'en parler, mais on peut en discuter après, mais à mon sens, ça va avec. Il y a quelque chose qui peut être transmis par le théâtre, pas seulement dans les séminaires, dans les sons, etc., mais avec le théâtre, parce qu'il y a la conjonction de l'affect et de la pensée en même temps. Tu transfères aussi les spectateurs sur cette pièce, sur les acteurs, etc. Bon, et pour terminer, je vais seulement dire, avancer quelque chose que je parle beaucoup dans ces livres, et j'ai fait beaucoup déjà de présentations sur ce thème dans le lieu psychanalytique, c'est la question de la scène analytique et le semblant. À partir de l'inconscient théâtral, nous pouvons établir aussi des homologies entre psychanalyse et théâtre en tant que pratique, praxis de l'inconscient qui traite le réel par le symbolique. Le théâtre traite le réel par le symbolique aussi. On retrouve également l'homologie entre le métier d'acteur et le métier d'analyste comme semblant d'objet A. Lacan nous indique que dans la direction de la cure, que lors d'une analyse, non seulement l'analysant paye, mais l'analyste aussi. Bon, ça vous le savez, c'est l'analyste, c'est avec le cœur de son être, à la fois le plus intime et le plus extérieur, ce qui reste de sa propre analyse, mettons comme cause du désir de l'analyste. La condition, c'est la condition pour être à la place de semblant d'objet A pour l'analysant. Ainsi, dans la pratique psychanalytique, l'analyste acteur, je l'appelle l'analyste acteur. Pourquoi je l'appelle l'analyste acteur? Parce que l'analyste, lorsqu'il est là en tant qu'analyste, il ne peut être ni avec son moi, ni en tant que sujet, avec son histoire, avec son désir, ni avec son symptôme, mais en tant que semblant. Alors, je développe tout ce qu'on peut nous apprendre, les théâtres, sur ce que c'est le semblant, comme une façon d'actuer, d'agir comme acteur, de représenter. À ceci près que représenter n'est pas un bon mot, parce qu'il ne s'agit pas de représentation, mais de présentation, démonstration. Et là, je développe tout un chapitre sur Bertolt Brecht et Lacan, avec le concept de distanciation, que c'est justement une façon de faire un personnage tout en ne s'identifiant pas à ce personnage, mais de montrer le personnage, tout en disant « moi, Hamlet », de présenter comme un semblant. On sait bien que le semblant ne s'oppose pas au faux, mais parce que tout semblant s'appuie sur une vérité pour faire le lien social, dans le matin des discours, évidemment. Donc, il n'y a pas de semblant qui fasse lien social, comme le théâtre le fait, s'il n'y a pas une vérité en cause. Pour l'acteur, et c'est ça une des grandes, j'ai dit l'analyse acteur, mais la différence entre l'analyse et l'acteur est immense aussi. Parce que d'abord, c'est pas le même, ils n'ont pas le même objectif, ils n'ont pas la même vérité. Ce n'est pas la même vérité qui est en jeu. La vérité de l'acteur, c'est sa vérité elle-même. Et on voit bien que lorsque un acteur
c'est un bon acteur où il est... je ne me souviens plus le nom en français. Et lorsqu'il... C'est pas un bon acteur, et on ne le croit pas. On ne le croit pas. Il y a quelque chose que lui, il n'arrive pas à faire croire qu'il est le personnage, ce personnage-là. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Lacan parle de l'acteur qui a fait Freud dans la pièce d'Hélène Sixous. Ça ne marchait pas. Et ça laissait l'actrice Dora complètement perdue. Et bon, on peut en parler après sur ce passage qui est très intéressant de Lacan aussi. Et donc, il faut avoir une vérité. Donc, le semblant, je pense que le théâtre peut nous apprendre beaucoup, parce que ce qu'on fait dans les répétitions et dans les ateliers, c'est ce rapport de trouver une vérité à ce qu'on dit, dans des circonstances et avec des techniques, etc., pour make believe, pour faire croire. Et une des grandes différences, des grandes références de Lacan au semblant, c'est dans le séminaire, je crois, 18 ou 19, je ne me souviens plus, et qu'il fait une référence au masque de la tragédie grecque, que c'est comme les semblants. Donc, l'analyste acteur doit porter le masque, le semblant, et démontrer qu'il fait semblant. Il ne va pas faire semblant qu'il n'était pas en train de faire semblant, mais de faire semblant d'une façon affichée. De façon affichée lorsque... Parce qu'évidemment, tout ce qu'on dit, ça vient, est pris par l'analysant d'un lieu, à partir d'un lieu quelconque. Et c'est à partir, pour ne pas faire croire que c'est ce lieu qui est en train de parler, le lieu, la mère, le père, etc., il faut que le semblant soit donc affiché. Et c'est donc se faire semblant, donc c'est quelque chose que j'ai fait une équivalence avec la bonne représentation théâtrale. Et je pense que l'acte de l'acteur, c'est équivalent à l'acte de l'analyste. Tous deux, ils travaillent dans l'acte. Ça, c'est très important. Ce qui fait une pièce de théâtre, ce n'est pas la répétition d'un personnage. Ce n'est pas la mimésis d'un personnage, comme on peut penser, mais c'est de l'action. Ce qui est important, c'est, et Aristote le dit depuis le début, c'est l'action qui est représentée et pas le personnage, parce que le personnage, on n'a aucune idée de comment il était, mais la vérité vient de la vérité d'un acte. Et ça, je pense qu'il y a cette homologie aussi entre la psychanalyse et le théâtre. Et donc, cette distanciation, c'est un concept très intéressant de Brecht. Elle peut se traduire comme distanciation, qui est le plus fréquent, ou mise en étrangeté, que le théâtrologue plus contemporain préfère. C'est une mise en étrangeté. Donc, je peux mettre en étrangeté une parole, une façon de dire, une façon de faire. Et cette mise en étrangeté, que ça a à voir avec mon Heimlich freudien, évidemment, et de transformer quelque chose de banal en exceptionnel. Et comme ça, c'est quelque chose qui donne les caractères, et, disons, très, très importants de la scène, c'est lorsqu'on monte une scène quelconque. Dans un théâtre, ça n'a pas le même effet si toi, tu regardes cette scène en passant dans la rue.
ça a un autre effet. Ça a un effet de toucher le spectateur. Je donne toujours l'exemple. Au Brésil, qui est fréquent, beaucoup de gens dans la rue, qui dorment dans la rue, etc., des exclus. Alors, tu vas dans le théâtre, il y a une dame qui est dans la rue avec un bébé dans sa main. On regarde, on ne donne pas attention, elle demande un peu de la monnaie. Le bébé est là, on ne sait pas s'il est mort, s'il dort, mais il est là, on ne fait pas très attention. On donne une monnaie une pièce de monnaie pour se déculpabiliser et on rentre dans le théâtre. Si on voit la même scène dans le théâtre, d'un personnage qui est développé, etc., on pleure, on est complètement touché, etc. C'est une autre chose. Parce que, comme toute œuvre d'art, il y a cette mise en scène de la chose qui est là. Et là, il y a une phrase très, très bien de Hamlet, lorsqu'il va monter la pièce, la play scene, pour montrer au roi Claudius, pour voir sa réaction et qu'il se dénonce que c'était lui qui a tué son père. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? The play is the thing wherein I'll catch the conscience of the king. La scène, the play, la pièce, c'est la chose avec laquelle je saisirai, je prendrai la conscience du roi. Donc, c'est une, il dit, c'est une, Beth help, une ratoeira. Uma ratoeira. Ratière? Souricière. Donc, la pièce est une souricière. Je pense qu'on peut même généraliser que toute pièce, bonne pièce de théâtre, est une souricière. Elle nous prend. Elle nous prend, et pas seulement les consciences, mais aussi les inconscients, disons, comme ça, les inconscients dans les deux sens du terme. Les inconscients et une pièce, une bonne pièce de théâtre, évidemment, n'importe quelle pièce peut faire dormir, mais le vrai théâtre, comme le dit Badiou, il aime beaucoup le vrai théâtre, pour dire le bon théâtre. Le vrai théâtre, c'est celui qui déchire les voiles de Maya de la réalité. Et avec ce dispositif de mettre la jouissance en jeu sur scène, elle cause le désir de réveiller. Elle réveille. Une bonne pièce de théâtre réveille. D'où, à mon sens, son pouvoir aussi de transmission. Et si on unit, moi je fais dans ce chapitre toute une séparation entre théâtre épique, théâtre dramatique, etc. Parce que le théâtre épique, depuis Brecht, c'est le théâtre didactique, c'est celui qui est plus important de réveiller les consciences, la conscience des classes, etc., au niveau politique. Mais je pense que c'est justement à cause du dispositif théâtral qui est très complexe, qu'on peut en même temps faire passer une pensée et aussi, comme ça, avec quoi? Avec de l'affect, avec quelque chose qui touche. Parce qu'évidemment, le théâtre n'est pas pour faire souffrir les gens, ce n'est pas pour être terrorisé ou alors complètement avec de la compassion. Et là aussi, ça a été théorisé depuis Aristote, mais c'est pour produire de l'enthousiasme. De l'enthousiasme, c'est-à-dire la jouissance artistique. Ce n'est pas pour rien que Freud, dans le Fordat, avec le jeu du Fordat, c'est là, dans le jeu du Fordat, qu'il dit. C'est la même jouissance, genus, jouissance, genus des spectateurs des tragédies. Il jubile. Ce n'est pas une souffrance, on est terrorisé, même aujourd'hui. Et évidemment, c'est une jouissance qui a du plaisir et du déplaisir en même temps, et qui permet donc cette mise en scène de la jouissance.
et qui a ce pouvoir de réveiller. Donc, à mon sens, si on va prendre parmi les arts, quelle est la forme d'art qui est plus proche de l'inconscient? À mon avis, c'est le théâtre comme modèle de l'inconscient et pas la littérature. La littérature, les livres est fermé. Si on ouvre le livre et si on le lit à quelqu'un, on est dans le théâtre. On fait les liens sociaux, on est dans le théâtre, et la sonorité de la langue, la matérialité de la langue, etc. D'où mon titre donc, de conscient théâtral. Voilà. Alors, merci Antonio pour cet exposé qui est particulièrement nouveau dans les liens qu'il établit entre le théâtre et la psychanalyse. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu nous as avancé. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce que tu développes sur la chute du 4e mur et de comment le spectateur est délogé de son petit confort quand il est saisi par le regard qui peut lui être adressé, avec la question de l'angoisse qui peut surgir, qu'est-ce qu'il me veut. C'est quand même des sentiments un peu mixtes. Ça peut être l'angoisse aussi, l'envie, parce que parfois les gens ont envie de monter sur scène. Enfin, donc il y a l'extension, enfin, ils rentrent dans la scène, ils pourraient rentrer en tout cas dans la scène. Une ou deux questions. Je vais commencer par une question qui était venue dans ce que tu as beaucoup travaillé sur les rapports de l'hystérie avec le théâtre, qui sont des rapports anciens, puisque Charcot les mettait en scène déjà, et elle-même se donnait à voir, les hystériques. Je crois qu'en suivant un peu ton fil, on pourrait les dire actrices de leur inconscient, monstration de jouissance du corps, dans une sorte de défi savoir lancé au savoir médical. Alors la question qui m'est venue et dont tu vas voir, je pense que tu as déjà donné les réponses, mais peut-être ça va permettre d'aller un peu les préciser, ça touche à la question de la scène dans la scène, c'est que cherche à montrer le théâtre quand il met en scène le propre théâtre de l'hystérie. Est-ce que c'est, comme tu dis, l'inscription de l'inconscient dans le corps, la mise en scène de l'inconscient, ou montrer ce qu'il en est du corps parlant, que ce soit sur le côté pulsionnel ou du symptôme, ce qui revient à parler de la mise en scène de l'inconscient. Donc voilà, c'est ma question de départ. J'en ai une autre que je réserverai si besoin pour tout à l'heure, et je te donne la parole. Je trouve que c'est une excellente pub pour la conférence de demain. Donc si vous voulez la réponse, venez demain. Je vais la développer demain. Alors je vous invite tout le monde à venir demain pour assister à cette conférence sur cette question précieuse de mon collègue. D'accord. Donc là, la deuxième. Alors, la deuxième, elle est plus... Bon, elle part de ton affirmation qui dit que l'inconscient est structuré comme un théâtre. Alors là, tu reprends, je dirais par analogie, la formule de Lacan qui dit que l'inconscient est structuré comme un langage. C'est-à-dire que l'inconscient fonctionne avec les opérations du langage, métaphore, métonymie, ou en termes freudiens, condensation et métonymie. Alors, si l'inconscient est structuré comme un théâtre, quelle est la structure du théâtre que l'on retrouve dans l'inconscient? Développe ça, cette question. Tu dis l'inconscient est structuré comme un théâtre et tu reprends, c'est par analogie à ce que Lacan dit que l'inconscient est structuré comme un langage. Et donc, quand Lacan affirme ça, c'est parce que l'inconscient comme le langage fonctionne par métaphore et métonymie, reprenant en ça ce que Freud avait développé de condensation, déplacement. Bon, avec les apports de la linguistique Jacobson.
Donc, dire si l'inconscient est structuré comme un théâtre, la question, c'est quelle est la structure du théâtre qu'on retrouve dans l'inconscient? Bon, je peux répondre d'abord comme metteur en scène. Ça te va? Comme tu veux. Je pense, à partir de mon expérience et de mes recherches aussi, qu'est-ce que le théâtre? Le théâtre n'est pas le texte. Le théâtre n'est pas un texte écrit. Le théâtre, c'est le spectacle. Il n'y a pas de théâtre sans le spectacle. Mais pour faire un spectacle, on utilise tout le temps de cette structure, de la structure langagière du théâtre, on utilise tout le temps des métaphores et des métonymies. Et je donne beaucoup d'exemples. Tout le théâtre, il est constitué lorsque on prend ce verre et je commence à faire ça, je parle au téléphone. Alors, par exemple, comme dans une représentation d'Hamlet, Ophélie avait une grande bouteille d'eau comme ça et son suicide était en se versant de l'eau. Donc, on utilise cette mise, comme il y a une mise en rêve de la structure du langage, il y a la mise en scène de la structure du langage sur scène. Alors, ça, par exemple, je donne plusieurs explications. Donc, l'inconscient structuré comme un langage. On sait bien que Lacan il ne s'est pas arrêté à cette phrase. Alors, comme un théâtre, pourquoi j'implique les théâtres là-dedans? D'abord, lorsque j'ai dit l'inconscient structuré comme un théâtre, ça inclut la thèse de l'inconscient structuré comme un langage. Donc, il y a le langage. Le langage est là. Mais il y a la parole, on en dit, il y a la langue. Donc, Lacan dit aussi que l'inconscient est l'élaboration d'un savoir sur la langue, l'inconscient réel. Inclut complètement aussi dans la thèse l'inconscient structuré comme un théâtre. Pourquoi? Lorsque l'acteur parle, c'est de la langue. On a même une espèce comment dire, un exercice de théâtre, c'est de parler sans dire un mot, mais seulement avec des énonciations. On invente une langue qui n'est pas une langue et on parle de ça et c'est très rigolo. On travaille donc pour dire que c'est une chose, c'est évident que la langue est là dans le théâtre. Il suffit qu'on commence à parler et tout. Et surtout, je développe beaucoup la musicalité de la langue. On en parle des équivoques, mais je développe beaucoup, j'appelle un chapitre le théâtre musical de l'inconscient. Donc, l'inconscient, la langagière est là aussi dans ce que j'appelle l'inconscient structuré comme un théâtre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans aussi? La mise en corps de l'inconscient, dans les corps parlants, les mystères des corps parlants. Je développe beaucoup la question du mystère du corps parlant qu'on voit que le théâtre nous donne. Les mystères du corps parlant, le mystère du corps dansant, du corps écoutant, et qui est là comme un écho d'un dire. Et donc, ça inclut l'imaginaire aussi. L'imaginaire, l'inconscient imaginarisé. Donc, lorsque je parle l'inconscient structuré comme un langage, c'est l'inconscient qui prend les trois registres des trois dimensions du réel, du symbolique et du réel, et qui en plus met en scène les objets pulsionnels. Voilà. Très bien, donc je passe la parole à la salle. Oui, on va commencer par la salle.
Je vous donne le micro. Oui. Juste quelque chose, un point que j'aimerais que tu développes. Tu termines ton exposé en faisant de la jouissance des spectateurs du théâtre un homologue, je dirais, à la jouissance du jeune bébé dans l'action du Fordat. Hein. Et tu t'es beaucoup appuyé sur le nœud borroméen, RSI, où dans le fond, si tu reprends ça, il y a 3 pétales qui sont les 3 jouissances, la jouissance phallique, la jouissance de l'autre, la jouissance. Hein. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu dans ce sens-là, parce que si on fait, donc si j'ai bien compris, le texte, c'est le symbolique, la mélopée, la façon de dire, l'élocution du côté du réel, et puis les corps des acteurs en présence, le spectacle, etc., du côté de l'imaginaire. Est-ce qu'on peut articuler ça avec les 3 jouissances? Est-ce que tu as réfléchi dans ce sens-là ou pas? Bon, ça, je n'ai pas développé. Ça sera pour une prochaine fois. Mmh. Mais bon, on peut se développer surtout c'est l'articulation des 3 registres, mais peut-être qu'on peut en penser la jouissance de la langue, elle est là, la jouissance, l'angoisse, le symptôme, l'inhibition. Je pense qu'on peut... Mais c'est très intéressant. Comment on voit ça dans le théâtre? Ces 3 types il y a la jouissance du sens, la jouissance, ça me paraît évident. La jouissance, le trou du sens aussi, c'est qu'on travaille. C'est le plus important pour maintenir le mystère. On ne doit pas tout montrer, on n'a pas tout expliqué. J'en parle aussi du trou du sens, le phallique. Bon, je pense que c'est ou classifier la catharsis, la terreur et la compassion, peut-être au niveau de la jouissance autre, qui est comme ça, sont des dérivés de l'angoisse, et la jouissance du rire, bon, peut-être du côté de la jouissance phallique, je développe comme ça. Je ne sais pas, on pourra penser. Mais je te remercie pour la question. Moi, je suis intéressée par l'homologie au niveau du semblant entre l'analyste et l'acteur. Parce que, au fond, il y a plus qu'une homologie, il y a un point d'identité. Je dis, il y a plus qu'une homologie, je suis enrouée, il y a un point d'identité, parce que dans les 2 cas, il y a une vérité en jeu, comme tu as dit, qui est celle de l'autre. Dans l'analyse, la vérité en jeu, c'est celle de l'analysant, et pour l'acteur, c'est celle du personnage. Bon, donc ça, c'est plus qu'une homologie. Mais au niveau du semblant, puisqu'on dit toujours l'analyse semblant d'objet, ça a beaucoup de sens, et concrètement, on ne sait pas vraiment quelquefois ce qu'on veut dire par là, pour tout dire. Et je pensais, qu'est-ce que tu dirais de ça? J'avais écouté une interview qui m'avait beaucoup intéressée de Gérard Depardieu, qui est un acteur, pour moi, le summum de l'acteur. Il peut tout jouer avec un corps qui ne s'y prête pas, en plus. Bon. Mais on l'interrogeait justement sur l'action, enfin on ne disait pas l'acte, mais l'action, qu'est-ce que le faire de l'acteur, qu'est-ce qu'il devait faire? Et lui, il a dit rien. C'est le non-acte. C'est-à-dire disparaître en quelque sorte derrière ce qu'il doit incarner ou dans ce qu'il doit incarner. Et il y a là vraiment une homologie avec l'analyste. Quand on dit l'analyste n'est pas sujet, c'est ça que ça veut dire. Dans son acte, il disparaît d'une certaine façon, il disparaît pour faire avec un effet vérité pour l'autre. Oui. Et là, il y a vraiment une homologie, je trouve. Non? Oui.
Oui. Enfin, tous les acteurs ne diraient peut-être pas ça. Il y a peut-être aussi des théories des acteurs différentes. Oui. Mais celle-ci m'avait bien frappée. Non, tout à fait. Mais ce que vous dites, par exemple, est la question de la présence, le non-acte, la non-action, mettons comme ça. Parce qu'une présence sans rien faire en scène, c'est totalement différent lorsqu'on voit un acteur qui est vraiment présent, même s'il ne parle pas, même s'il ne pleure pas, et de quelqu'un qui n'a pas la présence. Ah oui, ça fait une oui, différence. oui. Oui, non, mais ça... Donc, c'est un mystère. Un mystère, mais on en pratique. Peut-être que la présence, c'est justement parce que la personne disparaît. Non, une chose que c'est Novarina, que vous devez connaître, par moi, Novarina, et c'est un lacanien. Je vous conseille de lire ces textes, sont merveilleux. Il dit toujours que l'acteur vient mourir en scène pour avoir le personnage. Il faut vraiment qu'il meure. C'est la désubjectivation. Pour actuer, disons comme acteur, je préfère actuer que représenter parce que c'est ambigu. C'est vrai qu'il faut une désubjectivation, comme pour nous, pour faire semblant d'objet, qu'on dit que ça peut être, ça paraît rien, mais qu'est-ce qu'on a du boulot pour en arriver là? La subjectivation, elle est vraiment fondamentale, elle est absolument fondamentale. Mais il y a une autre chose aussi qu'on appelle le sous-texte. Subtexto, ça doit être sous-texte aussi en théâtre, non? C'est que l'acteur, il s'entraîne à avoir un sous-texte pour son texte, parler. Et on peut avoir aussi un sous-texte pour ne rien dire. Mais s'il n'a pas ça, c'est vide, ça ne passe rien. Donc, c'est pas tout ce qui nous paraît naturel dans un acteur, c'est pas naturel. C'est un effort énorme d'exercice pour arriver là. Peut-être ceux qui ont plus de talent, ça va plus vite comme ça. Mais c'est vrai que c'est aussi la subjectivation est nécessaire et Merci. Je voulais te poser une question sur le trac. Tu t'es penché sur ce phénomène dans ton livre, le trac de l'acteur? Non, c'est une très bonne question. Trac du psychanalyste. Tu connais en tout cas cette anecdote célèbre d'une jeune actrice qui aurait dit devant Sarah Bernard, « Oh, moi, je n'ai jamais le trac. » Et Sarah Bernard aurait répondu, « Ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. » Oui. Mais je connais des tracts des analystes. Je viens de me souvenir. Et c'était dans mes premières années à Paris. J'étais invité à donner des cours à Paris 8. Et j'étais professeur, je me souviens pas quoi, assistant à titre étranger. C'était une bourse qu'on m'a offert. Et une des choses que je devais faire, c'était d'amener un analyste de l'école que j'appartenais auparavant, et que je devais amener à chaque samedi. C'était chaque analyste devait faire une conférence. Tous les samedis, le matin, je devais amener à Vincennes, à Saint-Denis, un analyste pour faire une conférence sur des conférences cliniques, etc. Alors, à un moment donné, je fais ça. Alors, c'était une psychanalyste, femme. Elle était en train de parler sur la psychose. Tout d'un coup, elle s'arrête. Elle dit, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer. Je dis, comment? Tout le monde, l'audience énorme, 300 personnes. Elle dit, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer. Elle a eu un trac, comme ça, au milieu. Donc, ce n'est pas le trac
là, en scène, c'est terrible. À mon avis, je pense que c'est une très bonne question, mais c'est comment dire, la symptomatisation du sujet barré. Là, on voit que la personne n'était pas désubjectivée. Parce qu'en fait, on doit être un peu désubjectivé pour faire tous les liens sociaux, sauf les séries peut-être, mais aussi. On doit être désubjectivé, mais si je commence à parler ici de mes rêves, de mes angoisses, etc., bon, ce ne serait pas le cas. Alors, mais c'est une bonne question. Pourquoi le tract? Je crois que peut-être qu'il n'y a pas eu une désubjectivation suffisante pour le faire. C'est lorsqu'il y a la lutte entre les sujets et cette désubjectivation, en quelque part. C'est quand même un rapport au regard, le tract. Aussi. C'est un rapport au regard. Si quelqu'un n'a pas de rapport au regard, il n'a pas le tract. Hein. Ce qui... Bah oui. Hein? On parlait tout à l'heure, quand tu as dit trop sur la scène. Oui. Pardon. C'est quand le public, on s'aperçoit qu'on est regardé. Oui. Parce que c'est ça qui... Oui, je crois que... Oui, qui fait point d'arrêt, peut-être. C'est la présence de l'objet A qui inhibe un tel point que... Je voulais juste te dire qu'avant d'aller sur scène, enfin, tu parlais de sous-texte, mais il y a le texte d'abord. Il faut qu'il y ait le texte, le support, tout des à mots fait. du texte. Hein. Quoique, il y a des... Par exemple, on va écouter... comment s'appelle la personne qui a écrit le livre sur Beckett? Beckett et Lacan. Ah oui, salut. J'ai très envie de t'écouter. Hein. Alors, tu peux en dire peut-être un mot. Beckett, pour te répondre par rapport au texte, il a des pièces de théâtre qui s'appellent, qui n'ont pas de texte. Tout est écrit de ce que l'acteur doit faire, doit penser et faire, etc. Ce sont des pièces sans parole que Beckett a écrit, où on peut dire qu'il n'y a que de l'énonciation. Il n'y a pas énoncé, mais il n'y a que de l'énonciation sur scène. Mais il n'y a pas que le silence non plus. Il n'y a pas que le silence non plus. Je n'ai pas compris. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas que le silence non plus. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas parler. Il n'y a pas la parole. Donc, c'est une pièce silencieuse dans ce sens. Mais tout est agi et senti, etc. Donc, ça même, par exemple, cette pièce, où est le texte? Le texte n'est pas dans la parole de l'acteur. Il est dans les actions, voilà. Il est dans Mais il y est. Scénarios. Mais c'est pas dans les... Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même différent. Une pièce sans parole, une pièce, disons, normale, avec dialogue et tout ça. Comme tu disais tout à l'heure, on se fabrique la parole qui va avec. C'est ça. On se fabrique. Dominique, peut-être voulait... Non, mais si Dominique Marin veut dire quelque chose, puisqu'il a été interpellé, donc Dominique, tu as la parole. Oui, je ne saurais pas quoi répondre sur l'instant. Je vous remercie. Antonio, vous m'entendez? Oui. Je ne saurais pas quoi répondre là sur l'instant. Je pense que je vais y réfléchir pour samedi, pour notre rencontre. Mais je crois que ça m'amène à conclure qu'effectivement, l'inconscient structuré comme un théâtre n'est pas en opposition et bien au contraire avec l'idée que je me fais maintenant que je vous ai entendu, Antonio, maintenant que je vous ai lu, puisque j'ai eu la chance de lire votre livre, que l'inconscient est structuré comme un discours intérieur qui n'est pas sans fondement avec le théâtre, puisque je crois que Beckett, quand il essaie de mettre en scène, quand il essaie de donner à voir ces spectacles sans parole, il donne à voir, il essaie de montrer quelque chose de cette structure de l'inconscient. Oui. Merci. Oui, merci. Je pense que les côtés monstration
On peut même penser que ce que la monstration que Lacan faisait. Donc, il y a un côté dans le théâtre qui est monstration. On peut avoir un théâtre démonstration aussi, qui soutient des thèses, etc. Moi, j'essaie de faire de passer une pensée et aussi de la montrer en quelque sorte. Mais j'ai travaillé, comme je disais, avec une chorégraphe avec qui j'ai beaucoup appris, qui travaillait avec ce langage du corps. Donc, un discours sans parole. Ah, il faut dire aussi que qu'est-ce que c'est la définition de Lacan du discours? C'est un discours sans parole. Sans parole. La première chose qu'il dit. Mhm. C'est l'acte. L'acte qui est mis au premier plan à partir du séminaire Lambert de la psychanalyse. C'est l'acte. Le dire, l'acte, pas seulement la parole, les dits. Oui, je voudrais juste revenir sur la question du trac. Au théâtre particulièrement, je me disais qu'il y a la question du regard, mais il y a quelque chose d'autre, c'est que l'acteur, il a la question du texte et il y a la question de la mémoire. Il pourrait perdre la mémoire du texte. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se joue au théâtre entre le regard, la mémoire et la perte du texte. Je ne sais pas ce que vous pouvez penser, enfin, ce que vous pouvez dire de ça. Oui, ce que vous dites me fait penser à une... Qu'est-ce que j'en ai bavé. J'étais sur scène avec une actrice qui faisait Hilda. Et dans cette pièce, on met en scène, je ne sais pas combien, à peu près 14 ou 15 séances d'analyse avec Freud. Très lacanienne, très courte, mais des scènes. Tout d'un coup, elle arrive en scène, elle passe de la 3e séance à la 8e. Là sur scène. Et ça s'est répété encore une fois, et à partir de là, je ne fais plus. Elle a laissé tomber, parce qu'elle avait exactement des problèmes de mémoire, des textes. Ça arrive. Et ça arrive tout d'un coup. Je crois que c'est le sujet est là. Plus où est le personnage, où il se perd. Bon, c'est ça, hein, on est des sujets barrés, donc ça peut arriver. Moi, j'ai vraiment peur de perdre le texte. Ben oui. Énormément. Mais une chose qui m'aide beaucoup, c'est de comprendre profondément les associations, les enchaînements. Si je comprends vraiment, et dans les répétitions, j'ai passé pour le sentiment que ces enchaînements d'idées du texte tiennent. Alors ça me garantit que vraiment, lorsqu'il y a une autre parole qui n'est pas exactement pareille, j'y vais dans ce chemin déjà frayé. C'est-à-dire de bien rester sur la scène du texte de théâtre et pas rentrer dans sa propre scène intérieure. C'est ça la difficulté, je pense. Voilà. Oui. En même temps, il faut qu'on mette, les acteurs, il faut qu'on mette de soi. On fait qu'on s'y met aussi. Oui, je suis en train de penser que, en fait, Freud, quand il travaille sur Oedipe, il travaille sur un mythe, certes, mais c'est un mythe qui est au théâtre. Et quand Oedipe est représenté, le spectateur, lui, il sait quelque chose, il y a un décalage que celui qui le joue, l'acteur, enfin évidemment le personnage, il ne sait pas. Et il y a toujours un décalage entre quelque chose qu'on sait et le spectateur, il a accès, on lui montre. Oui. Mais celui qui joue, c'est un jeu. Celui qui joue, bon, évidemment, l'acteur, oui, il sait. Mais le personnage qui est joué, lui, il est dans l'ignorance de ce qu'il est en train de vivre. Dans la tragédie, il est dans l'ignorance de son destin. Et ça, le spectateur, il le sait. Et puis, les effets de comique aussi. Enfin bon, on peut même penser aux enfants qui vont voir, je ne sais pas moi, Polichinelle marionnette. Ils savent qu'il va se faire battre et ils crient. Ils lui disent, mais attention, voilà, il y a le gendarme qui est là. Et c'est l'enfant qui le sait. Et tout ça, c'est l'effet de la mise en scène.
Oui, Il y a toujours un décalage entre quelque chose qui est su et quelque exactement. chose qui ne l'est pas. Alors, Exactement. bon, après, je ne sais pas plus, mais enfin, C'est vrai. Oedipe me paraît un peu emblématique de mais ça. Vous avez raison, tous les spectateurs des tragédies grecques, ils savaient par cœur les Oui. mythes et tout ça, ils savaient par cœur. Mais le ils étaient là, héros ne ils sait pas. souffraient, ils s'enthousiasmaient, etc. C'est l'effet de la mise en scène. Et tout à fait. C'est quelque chose qui va au-delà du savoir. On sait qu'Hamlet va mourir, mais lui, enfin, il le sait ou il ne le sait Oui. pas. Il y a il y a un intervalle entre les deux, quoi. Oui. Mm. Mhm. Merci. On va prendre une question ou deux sur les zoomers. Donc, vous avez la possibilité pour vous manifester d'utiliser la petite main. Une toute petite question. C'est plus en tant qu'analyste ou en tant que metteur en scène que vous avez trouvé des armes, des moyens pour vous défendre face à une politique très difficile? Je n'ai pas compris la première question. Quand vous avez dû défendre votre spectacle, votre métier, votre personne, par rapport à un pouvoir politique extrêmement rigide, c'est plus en professionnel du théâtre ou en analyse que vous avez trouvé les moyens, des armes pour vous défendre? Difficile question de répondre. Mais je peux vous dire, peut-être, je vais vous répondre de cette façon. Vous connaissez le film An American in Paris? Tout le monde connaît, non? Un Américain à Paris. Bon, film classique de Jane Kelly qui vient à Paris, un music hall. Bon, c'est un Américain à Paris. Je mets ça un psychanalyste au théâtre. Donc, je sais pas qui est-ce qui a répondu à ce moment-là. Je peux pas mettre du côté de l'analyste lorsque je fais mes pièces de théâtre. Au contraire, je me m'instruis à partir de ce que l'analyse m'apprend toujours. Donc, je réponds un peu comme ça. Ma question consistait plus en ce rapport de force qui s'exerce avec le pouvoir politique qui ne vous a pas aidé, ni même les psychanalystes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc peut-être que dans la création de vos pièces, évidemment, vous savez votre part d'analyste, mais vis-à-vis de ces rapports avec le pouvoir politique, dans ce que vous avez à dire et qui ne plaît pas, et même avec des analystes, qu'est-ce qui vous permet de mieux vous défendre? C'est l'homme de théâtre ou le psychanalyste là? C'est plus par là ma question. C'est-à-dire, ça dépend des attaques, d'où ça vient. Ça dépend. J'ai jamais eu aucune censure au niveau politique dans mes pièces de théâtre. Jamais. On n'est pas arrivé là. Par exemple, au Brésil, il y a une censure discrète, par exemple, qu'on ne donne pas de subventions à la culture. Point. Il n'y a pas de censure, mais plus de subventions à la culture. Et on sait bien qu'une pièce de théâtre, tout ça, ça demande beaucoup d'investissement des gouvernements. C'est très difficile de faire ça dans les privés. Alors, donc, mais mes pièces de théâtre, et bon, c'est fait dans des temps où il y avait des subventions. Donc, ça, je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Mais dans les débats, bon, à chaque fois, selon les attaques, on en parlait d'une certaine façon ou de l'autre. Mais pour moi, c'est très facile de répondre, puisque c'est moi qui a fait les pièces, etc. Donc, je pourrais répondre, par exemple, à ma version de l'Édipe, etc. Bon, ben, tu as compris un peu. Elle a même écrit une défense là-dessus. La critique n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Et donc, je me suis défendu exactement pourquoi j'ai fait un montage de cette pièce selon mes recherches, etc. Donc, il y avait des bases que je pouvais apporter, des bases théoriques même, des bases théoriques et des recherches. À chaque pièce, je fais de longues recherches et de longues périodes aussi de répétitions. Donc, on a toutes les armes qu'il faut.
pour se battre dans ce terrain. Bon, bah, écoute, Antonio, si tu es d'accord, je propose qu'on mette un terme à notre soirée, qui était passionnante, pour passer la petite suite conviviale en ta présence. Il n'y a pas de questions sur Zoom, donc demain, une deuxième soirée avec Antonio. Et voilà, donc pour ceux qui seront là demain. Et samedi, évidemment, le salon des éditions nouvelles du Champ Lacanien, boulevard du Montparnasse. Vous venez juste de sortir. Et Il a raison. Ah oui. Oui, alors on avait des petites vidéos, mais je crois que ça sera pour demain, les petites vidéos. Alors, attendez, vous allez voir le pot pourri. Non, mais pour ceux qui sont encore sur... on va essayer de faire un truc. Essayons. Alors, pourquoi j'arrive pas à... J'aimerais bien. Ah, voilà. Quitter le mode plein d'écran. C'est lequel? Pot pourri. Oui, non, mais attends, oui, normalement, maintenant, c'est parce que c'est dans le Zoom. Voilà, il faut que je le... Là. Alors, je vais faire le partage d'écran. Où il est? Voilà, tac. Optimiser pour le clip vidéo, partager. Et donc, normalement, je ne sais pas ce qui se passe. Normalement, vous devez voir quelque chose, entendre quelque chose. Patient. C'est pas transmis. Si, là, c'est parti, c'est transmis, mais je ne sais pas s'il y a le son. Le son est au maximum. Mais normalement, on devrait avoir nous-mêmes le son qu'on n'a pas. Ce qui est... Voilà Dora, il s'agit de la juive. Ça, c'est la jeune homosexuelle. Très belle. La Dora, son père. Parce qu'elle dénonce toute l'hypocrisie de son père américain. Ça fait des clips, c'est Art of Theater. Ça, il rentre dans un hôpital psychiatrique. Là-bas, de l'église Saint-Saëns. Ça, c'était aussi un paranoïaque où je essayais de montrer comme la réalité, sa réalité était en continuation avec la réalité politique. Ça, c'est la leçon de Charcot. Ça, c'est la version que j'ai présentée ici. Là, c'est une répétition. Avec des actrices danseuses qui faisaient les hystériques. Je ne sais pas le nom. La reproduction du tableau. Voilà, un petit échantillon. Ils avaient sur Zoom, ils avaient le son. Nous, on ne l'avait pas, mais eux l'avaient. Tiens, c'est drôle, non? Bah, c'est un peu complexe comme système. Là, il y a à faire fonctionner ensemble. Merci beaucoup. Je te réponds. Je profite pour faire la pub pour demain. Sinon, j'allais tout dire tout ce que je vais vous développer.